Dans l'actualité ce mardi, le lancement des activités du groupe des leaders ouest-africains pour l'énergie. Il réunit plusieurs dirigeants ouest-africains. Le groupe est dirigé par le président Alassane Ouattara. Également dans l'actualité, le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan qui a visité aujourd'hui la direction générale de l'économie, histoire de s'imprégner des réalités de ses collaborateurs. Dans ce journal, on fera également le point de l'inauguration des 4 salines numériques équipées à l'université Félix Houphouët-Boigny, un don qui s'élève à près de 400 millions de francs CFA. Et puis la triste nouvelle de ce journal, un crash d'avion militaire en Indonésie, le bilan provisoire est lourd, il fait état de près de 116 morts. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous, c'est l'heure de la grande édition. Bienvenue. Tout d'abord, ce soir, le lancement du groupe des leaders ouest-africains pour l'énergie. Le groupe est présidé par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Il s'agit de fédérer les expériences à l'effet de réduire tous les problèmes dans le secteur auxquels sont confrontés les pays ouest-africains. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. Autour du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce mardi au Sofitel, hôtel Ivoire d'Abidjan, pour procéder au lancement des activités du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie, des membres du gouvernement ivoirien ainsi que plusieurs personnalités venues de la sous-région. Il s'agit entre autres des premiers ministres nigériens, maliens, togolais et béninois. Le ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie, dans son allocution de bienvenue, a fixé les objectifs de cette rencontre, visant surtout à faire face aux défis d'accès des populations à l'énergie auxquels sont confrontés les pays de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'énergie durable pour tous, Sea for All, qui a été lancée par le secrétaire général des Nations Unies en 2011. C'est un partenariat multi-acteurs regroupant à la fois les gouvernements, le secteur privé et la société civile. Le Sea for All vise l'atteinte de 3 objectifs interdépendants à l'horizon 2030, à savoir, premièrement, assurer l'accès universel des services énergétiques modernes. Deuxièmement, doubler le taux d'amélioration de l'efficacité énergétique. Et troisièmement, doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Ces objectifs visent à apporter une solution à la problématique récurrente du système énergétique des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont confrontés aux défis d'accès des populations à l'énergie, à la sécurité énergétique et à la dégradation de l'environnement due à la déforestation et au changement climatique. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan qui a eu l'honneur de prononcer le discours d'ouverture. Il a saisi l'occasion pour donner l'assurance de l'engagement du gouvernement ivoirien à soutenir l'initiative du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie. L'enjeu est d'examiner les conditions optimales de prise de décision pour le financement et l'accélération de la mise en œuvre des projets d'infrastructure et des services publics durables. L'accent sera mis donc sur des propositions de mesures pratiques et applicables qui contribueront à créer des environnements propices à l'investissement privé de type PPP et améliorer les stratégies actuellement mises en œuvre pour le développement national, sous-régional. Je voudrais, mesdames et messieurs, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, vous exprimer l'engagement du gouvernement ivoirien à ne ménager aucun effort pour accompagner la réussite de cette belle initiative porteur de prospérité partagée. Le groupe des leaders ouest-africains de l'énergie est composé de hauts responsables politiques et économiques avec pour ambition de répondre aux défis énergétiques de l'Afrique. Il a au nombre de ses activités celles ayant trait au renforcement des capacités à développer et partager les compétences en matière d'énergie. Vous venez de le voir, plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre d'Abidjan, notamment des anciens présidents, des vice-présidents, des premiers ministres et la star internationale Akon.
Toutes ces personnalités ont échangé avec le président Ouattara. Le point avec Abiba Dambélé Sawé. Le groupe des leaders ouest-africains pour l'énergie a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara. Il s'agit du vice-président du Nigeria, le professeur Yemi Osinbajo, des anciens présidents du Nigeria et du Ghana, Olusegun Obasanjo et John Kufuor, et des premiers ministres du Niger, du Togo et du Bénin. Après sa rencontre avec le groupe des leaders ouest-africains pour l'énergie, le président de la République s'est entretenu avec le premier ministre malien. Modibo Keïta était porteur d'un message du président Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai eu l'honneur de remettre à son Excellence un message écrit de son frère et ami, le président Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Et je me contenterai de vous dire que ce message s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié et de fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et particulièrement à ce moment où l'exigence de synergie et de coopération s'impose à nous tous. Et nous avons eu une oreille particulièrement attentive auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et comme vous savez, je suis également arrivé ici pour assister à une réunion d'une importance extrême pour nos pays. Bien une réunion consacrée à la maîtrise de l'énergie, source de progrès, de développement économique et social. Pour sa part, la star internationale Akon, à travers son projet Akon Lighting Africa, qui signifie éclairer l'Afrique, dispose d'un crédit de 500 milliards de nos francs destiné à des projets d'énergie solaire, d'électrification rurale et de formation des jeunes. On est content d'être là et on est très satisfait de voir les Africains, les leaders africains sont en train de se mettre ensemble maintenant pour la solution de l'énergie ici en Afrique. Et nous, la nouvelle génération africaine, on est ici à leur côté aussi pour apporter notre part de solutions qui vont régler les problèmes d'énergie en Afrique. C'est évident parce que je suis africain, mon père et ma mère sont tous des Africains, donc ça m'a donné l'amour de l'Afrique. C'est pourquoi partout où je vais dans le monde, je représente l'Afrique. Je suis d'abord africain avant tout. 14 pays africains sont d'ores et déjà sélectionnés, dont 10 pour la première phase du projet. Il est prévu dans ce cadre l'ouverture d'une académie panafricaine du solaire à Bamako au mois de juillet. Et puisqu'on parle énergie, sachez que la Côte d'Ivoire accroît sa capacité de production d'énergie électrique de 139 MW. Cela grâce à l'installation d'une turbine à vapeur sur le site de la centrale thermique d'Azito, portant à 430 MW la capacité totale de cette centrale. Le président de la République en personne, vous le voyez sur ces images, a procédé ce mardi à Yopougon à l'inauguration de cette turbine à vapeur qui a coûté près de 200 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la phase 3 du projet d'extension de la centrale d'Azito, ce projet va permettre d'augmenter significativement les capacités de production électrique sans utilisation additionnelle de gaz ni d'émissions de gaz carbonique du fait de l'utilisation de la technologie dite cycle combiné. Le compte-rendu complet de cette inauguration à suivre dans nos prochaines éditions. En attendant, la réaction à chaud du président de la République après avoir mis en service cette troisième unité de production de la centrale d'Azito, le président Alassane Ouattara. C'est une nouvelle technologie et donc nos compatriotes savent que nous sommes préoccupés de faire en sorte que les coupures d'électricité deviennent rares et que la qualité de l'électricité soit la meilleure possible. C'est une belle réalisation et j'en suis très fier et je félicite le Premier ministre, le ministre de l'Énergie et tout le gouvernement. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a procédé hier à l'inauguration de l'amphithéâtre de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC. Cet amphithéâtre, dont la première pierre a été posée en 1998, comprend plus de 500 places. Le chef du gouvernement a indiqué que le gouvernement compte œuvrer à faire de l'ISTC une école de notoriété internationale, avant de souligner que le plaidoyer de la ministre de la Communication concernant la transformation de l'ISTC en un institut polytechnique sera bientôt décidé en Conseil des ministres. Reportage. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Alfred Damboussa, le directeur de l'Institut des sciences et techniques de la communication, l'a dit ce lundi matin devant ses convives à l'inauguration de l'amphithéâtre de l'Institut. Cette phrase vaut aussi pour l'amphithéâtre qui a mis 17 ans à sortir de terre. 1998, date de la pose de la première pierre. Le résultat est là.
Nous sommes rassemblés ce lundi 29 juin pour l'inauguration de l'amphithéâtre de l'ISTC par le Premier ministre. C'est le lieu de renouveler notre gratitude sincère à Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, qui suit tous les projets d'investissement public et qui dégage les moyens de les réaliser. Le directeur de l'ISTC est visiblement heureux de la réalisation. Les étudiants le sont encore plus. Je suis émue de voir notre amphi terminé. Vraiment, j'ai la joie au cœur. On espère qu'il y aura d'autres amphis pour nos petits frères et pour toute la génération qui suivra. En plus de cet édifice de 560 places, des projets dont la construction de 2 nouveaux amphithéâtres, de 15 salles de classe et le rééquipement des salles spécialisées sont en bonne voie. La réalisation de ces projets précités conférera une nouvelle dimension à l'ISTC qui ambitionne de devenir un institut polytechnique avec l'érection de ces 5 filières actuelles en école. En 23 ans, l'ISTC a accueilli des milliers d'étudiants de plus de 20 nationalités. Mais l'Institut n'a pas fini de progresser. Aujourd'hui, pour accroître sa notoriété, l'Institut a engagé des procédures pour la reconnaissance des diplômes par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Le gouvernement veut continuer à faire de l'ISTC un groupe d'écoles de notoriété internationale. Il était donc important d'anticiper ses besoins en infrastructure, en le dotant d'un amphithéâtre d'une grande capacité d'accueil en prévision des années à venir. En plus des cours, cet amphi est destiné à abriter de grandes rencontres scientifiques. Je vous le disais en titre, le Premier ministre a également rendu visite hier à la Direction générale de l'économie. Daniel Kablan-Duncan est allé s'imprégner des conditions de travail de ses agents en vue d'améliorer bien sûr la performance des principaux services. Hugues Veblé. Des poignées de main aux agents rencontrés dans les bureaux, des paroles d'encouragement à plusieurs autres suivis, des séances photos improvisées. Cette ambiance a marqué la visite de travail du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la Direction générale de l'économie. Une visite pour mieux s'imprégner des conditions de travail de ces services, ce qui réjouit le premier responsable des lieux. En un temps record, il a visité chaque bureau, il a interrogé les agents, il a vu dans quelles conditions nous travaillons et je pense qu'il sera attentif à nos préoccupations. Au nombre des missions de la DGE, l'élaboration des notes de conjoncture et l'analyse des déterminants de la croissance économique. Donner à la DGE les moyens d'être plus performante, c'est l'engagement du gouvernement. Le Premier ministre l'a rappelé à ses différents responsables, invités pour l'occasion à poursuivre leurs efforts pour la bonne tenue du programme économique et financier national. Il est donc impératif pour le gouvernement que la Direction générale de l'économie soit fonctionnelle, au mieux de ses capacités et dispose d'outils statistiques modernes capables de traduire fidèlement les évolutions passées et présentes et d'anticiper les évolutions futures de notre économie. Le gouvernement est disposé à vous aider à relever ces défis en vue d'optimiser les performances de la DGE. C'est depuis juillet 2014 que le Premier ministre a entamé une série de rencontres avec l'ensemble des structures du ministère chargé de l'économie et des finances et du ministère en charge du budget. La rencontre avec la Direction générale de l'économie pourrait ne pas être la dernière sur la liste. Dans ce 20h également, une interrogation. Que gagne la Côte d'Ivoire avec le Millennium Challenge Corporation? Le MCC, faut-il le rappeler, est une initiative du Congrès américain en vue de favoriser la bonne gouvernance dans les pays qui aspirent au développement. Cette problématique était au cœur de la conférence animée par le coordonnateur national de suivi du MCC. C'était à la faveur d'une cérémonie initiée par la 28e promotion de l'Association des étudiants diplômés de la maîtrise des sciences techniques, comptables et financières de l'Université de Cocody. Jean-Jacques Ouaméala. Depuis décembre 2014, la Côte d'Ivoire est éligible au programme Threshold du Millennium Challenge Corporation MCC, financé par le Congrès américain. Mais avant de bénéficier des retombées de cette éligibilité, évaluée entre 6 et 11 milliards de francs CFA de dons, le pays doit au préalable faire l'inventaire des réformes à accomplir. Actuellement, on n'a pas encore fini l'étude d'analyse des contraintes. Donc il faut qu'on attende d'abord cette première étape, qu'elle soit achevée, essentiellement que les fonds vont être octroyés. Le programme Threshold acquis, le comité national de suivi du MCC met désormais le cap sur le programme Compact. Objectif,
permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'une subvention comprise entre 150 et 400 milliards de francs CFA pour réaliser des projets dans les domaines d'infrastructure, d'éducation et de la santé, entre autres. Il faut alors faire mieux que les 14 indicateurs actuellement ouverts sur le 20 à satisfaire pour être éligible. Au niveau, par exemple, de la lutte contre la corruption, il faut qu'on essaie vraiment de bonifier ce qui a été fait à ce niveau, également au niveau des droits politiques et des libertés civiques. Ça, c'est des indicateurs de bonne gouvernance sur lesquels il faut qu'on travaille très très fort pour rassurer le partenaire qu'en mettant de l'argent, ces fonds vont être bien utilisés. Les retombées du MCC ont été expliquées lors de la cérémonie de parrainage de la 28e promotion de l'Association des étudiants diplômés de la maîtrise des sciences techniques comptables et financières, une filière de l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une filière qui a formé en une vingtaine d'années environ 500 diplômés, dont plus de 95% ont déjà obtenu un boulot sur le marché du travail. Et on reste à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui vient d'être équipée de matériel numérique. Le don est de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Il est composé d'infrastructures, réseaux et matériel informatique. Ce geste de près de 410 millions de francs CFA est le fruit du projet d'appui au développement des technologies de l'information et de la communication au sein de l'Union. Serge Coléa. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication constitue une réponse crédible à l'amélioration des contenus d'enseignement, mais aussi un moyen de gestion plus efficace des universités africaines. C'est dans cette optique que l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a mis en place le projet d'appui au développement des TIC par le renforcement des capacités dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme LMD, licence, master, doctorat. Il s'agit d'un financement de 6 milliards de francs CFA au bénéfice de 8 universités de notre espace. Dans chacune de ces universités, nous installons 200 ordinateurs et 12 serveurs par université, des serveurs de très très grande capacité. Nous savons que l'université elle-même recèle des ressources très importantes et aujourd'hui l'opportunité s'offre à nous via ces outils de digitaliser, de numériser toute cette masse d'informations pour commencer déjà à construire une bibliothèque régionale numérique. Il faut qu'on arrive au numérique qui nous permettra d'aborder le processus de l'enseignement à distance. Le gouvernement a déjà promis, dans la première vague, 100 000 ordinateurs à un coût maximum de 50 000 francs pour les étudiants. Il s'agit d'améliorer l'accessibilité des étudiants et des enseignants-chercheurs aux ressources des TIC. Tout le monde pourra maintenant avoir les cours en ligne, les suivre avant même que le professeur ne vienne donner le contenu du cours, pour que l'apprentissage soit un élément de qualité, pour que les étudiants soient vraiment rentables sur le marché de l'emploi. Ce programme a été installé grâce au soutien de l'UNESCO. Pour la présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny, le professeur Bakayoko Liramata, ce projet va favoriser la création d'un espace intégré de l'enseignement supérieur. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique veut redorer le blason de certains lycées d'excellence du district d'Abidjan. Le département, dirigé par Kandia Camara, entreprend un vaste programme de réhabilitation de 5 lycées d'Abidjan et de Dabou. Pour s'assurer du bon déroulement des travaux, la ministre Kandia Camara s'est rendue sur les différents sites. Au terme de sa visite, elle s'est dite satisfaite de l'état d'avancement des travaux. Herman Yamia. Depuis leur construction, il y a de cela plusieurs années, ces lycées d'excellence, à savoir le lycée classique d'Abidjan, le lycée moderne de Williamsville, le lycée des jeunes filles de Yopougon, le lycée Leboutou de Dabou et le lycée technique d'Abidjan n'ont jamais connu de réhabilitation. Sous le poids de l'âge, ces lycées ont pris un coup de vieux et ne répondent plus aux normes de l'UNESCO. C'est pour y remédier que le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a engagé leur réhabilitation. Ces travaux ont débuté dans certains établissements le 12 janvier dernier. Les travaux qui vont s'y dérouler sont les suivants. Les travaux de gros œuvres, les travaux d'électricité, les travaux de plomberie, les travaux d'étanchéité et les travaux de toiture. Dans chaque établissement, nous faisons une remise aux normes. C'est-à-dire que toutes les infrastructures sont touchées.
Quand je dis toucher, ça veut dire que nous devons réhabiliter toutes les infrastructures existantes en dehors des établissements réhabilités. Achever 9 collèges, PPU, 275 000 tables bancs à fournir. Pour s'assurer du bon déroulement des travaux, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est rendu dans les établissements en réflexion. Pour seulement l'année 2015, nous avons lancé la construction de 47 collèges de proximité. En plus de cela, nous avons mis l'accent sur la réhabilitation. Parce que c'est vrai que nous sommes en train de construire de nouvelles salles de classe. Il faut, à côté de cela, réhabiliter l'existant. Je voudrais vous informer que nous avons réhabilité déjà plus de 6 000 salles de classe. Mais pour cette année 2015, nous avons lancé la réhabilitation de 5 lycées. À l'issue des échanges, Kandia Camara s'est dit satisfaite de l'état d'avancement des travaux prévus pour s'achever au plus tard fin septembre. Il revient, selon elle, aux responsables des établissements d'assurer leur entretien. On s'intéresse maintenant à l'opération de révision de la liste électorale. Elle devrait prendre fin aujourd'hui. Elle vise à actualiser les listes de 2010 en vue d'obtenir un fichier fiable pour les échéances prochaines, pour encourager et sensibiliser la population sur l'importance de cette opération en vue d'une adhésion massive. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a entamé une mission d'information et de sensibilisation dans la région de la Bagoué. Sidonie Davila. Durant une dizaine de jours, 26 jeunes repartis en 13 équipes ont sillonné les 161 villages de la région de la Bagoué, dans le nord du pays, à la rencontre des populations. Sur instruction d'un des fils de la région, cadre du RDR, Rassemblement des Républicains, Bruno Nabagné-Koné, ils ont été dépêchés sur le terrain dans le cadre d'une campagne de sensibilisation des populations sur l'intérêt de s'inscrire sur la liste électorale. Présent sur le terrain, le ministre Bruno Nabagné-Koné a échangé avec les autorités locales pour comprendre les obstacles de l'opération dans la Bagoué et les solutions pour les lever. Plusieurs raisons évoquées, la saison des pluies propice aux travaux champêtres et l'insuffisance de bureaux d'inscription. Quand vous faites une étude comparative, vous voyez que avant l'arrivée de la mission, on avait 59 requérants par jour. Avec l'arrivée de la mission, on a 312 requérants par jour. En compagnie de Kandia Camara, cadre du RDR et fille de la région, Bruno Nabagné-Koné a fait le tour des centres d'enrôlement, dont ceux de Tengrela, Blességué et Couteau, pour s'imprégner des réalités du terrain, une visite qui lui aura permis de se faire enrôler. En politique toujours, le RJR, le Rassemblement des Jeunes Républicains, vient de recevoir des mains de Lamine Coulibaly, cadre du parti, des motos et des téléphones portables. Un don qui vise à augmenter la mobilité de la jeunesse républicaine. La cérémonie de remise de dons s'est faite récemment à Toumoudi devant un parterre d'invités. On retrouve Sidonie Davila. Accroître la mobilité des jeunes du parti dans la perspective des prochaines échéances électorales, c'est l'objectif de ce don d'une douzaine de motos que Lamine Coulibaly, cadre du Rassemblement des Républicains RDR, a fait au Bureau national du Rassemblement des Jeunes Républicains RJR. Partout où besoin sera nécessaire, nous serons auprès des jeunes parce que c'est la force de lance du parti. C'est un beau monde et je pense que les jeunes seront d'un apport très important pour la réélection du président. Pour Dassasson, président du RJR, le temps est donné et les moyens réunis pour investir dès à présent le terrain. Désormais, plus d'obstacles pour faire passer le vivre ensemble du chef de l'État dans les contrées les plus reculées. Les motos et les téléphones qu'il vient de nous donner, ça va favoriser notre mobilisation des jeunes et nous prenons déjà les dispositions pour être effectivement les premiers sur le terrain en vue de faire la campagne du président de la République. Le donateur s'est aussi félicité de la récente création d'un ministère de l'Emploi. Preuve, selon lui, que le chef de l'État accorde un intérêt particulier à la question du chômage des jeunes. Le porter à nouveau à la tête du pays avec le changement spectaculaire que connaît la Côte d'Ivoire relève du bon sens, a conclu Lamine Coulibaly. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, en collaboration avec la mairie d'Adjamé, a initié une rencontre avec les responsables des populations vivant dans les zones à risque, une réunion d'explication sur la nécessité pour les populations de quitter ces quartiers qui occasionnent des décès à chaque saison pluvieuse. Herman Yamia.
La saison des pluies a déjà fait 6 morts à Abidjan, dont 2 dans la commune d'Adjamé et 4 à Atekoubé. Des morts de trop selon les autorités ivoiriennes qui ne veulent plus assister passives à ces drames qui endeuillent de nombreuses familles. Cette rencontre tripartite, ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, mairie d'Adjamé et populations vivant dans les zones à risque, vise donc à échanger avec les populations concernées, recueillir leurs préoccupations et leur expliquer l'intérêt pour elles de quitter ces habitations à haut risque. Il ne convient pas de s'imposer aujourd'hui, mais c'est de faire prendre conscience à tout un chacun de sa responsabilité pour le meilleur devenir des uns et des autres. Et pour nous, agents de la mairie, c'est la quête permanente du bonheur de ses citoyens. Et pour pouvoir parler de bonheur, il faut être en vie. Donc la chose la plus précieuse, c'est la vie. Et tout ce qui peut contrecarrer cette vie-là ou la mettre en péril, il convient que nous prenions des dispositions pour éviter cela. Le message également, c'était de demander in fine à ces populations de prendre les dispositions telles que le gouvernement leur a indiquées afin de pouvoir libérer ces sites à risque. Les habitants des zones à risque disent être favorables à un départ volontaire, mais ils souhaitent l'aide de l'État afin de leur permettre de se recaser. Un homme qui fait 40 ans dans un quartier, qu'il est là, il ne sort pas, c'est que c'est la pauvreté. Mais pour le changer, il faut lui aider à changer. Les autorités soulignent qu'elles sont conscientes des difficultés financières des populations, mais ce n'est pas pour autant qu'elles doivent les laisser mourir dans l'indifférence totale. La fermeture temporaire récente de la décharge d'Akwedo a causé de nombreux désagréments. Après sa réouverture jeudi, des mesures exceptionnelles ont été prises afin de favoriser l'évacuation rapide des dépôts d'ordures. Pour s'assurer qu'il en est ainsi, la directrice générale de l'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASUR et ses collaborateurs ont visité ce mardi des sites de stockage temporaire des ordures ménagères. Christelle Honda connaît par Gassoro. Les dépôts de précollecte d'ordures du Carrefour Agban à Adjamé, du rond-point de Saint-Jean à Cocody, de la gare de Sitaraï et la gare de Bassam à Trècheville, visités par le directeur général de l'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASUR et ses collaborateurs. Cette visite se situe dans le cadre de la reprise des activités de ramassage des ordures ménagères dans le district d'Abidjan. Donc, activité qui avait été interrompue suite à la fermeture de la décharge d'Akwedo le vendredi 19 juin. Ces activités ont repris donc depuis jeudi dernier, après donc la réouverture de la décharge par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko. En vue de favoriser l'évacuation rapide de ces ordures, suite à la réouverture de la décharge d'Akwedo, des mesures exceptionnelles ont été prises par l'ANASUR. Pendant toute cette période, donc, la décharge ouvre en continu, 24 heures sur 24, et nous admettons des véhicules qui ne sont pas d'habitude admis, tout ça pour permettre vraiment le convoyage du maximum d'ordures. Le ramassage des ordures dans le district d'Abidjan, un véritable soulagement pour les populations. J'ai regardé là-bas, j'ai vu qu'ils sont en train de ramasser. Il y a d'accord, comme il y avait beaucoup d'odeurs, s'ils ont ramassé, c'est bon. Le ramassage nous fait beaucoup plaisir. Depuis hier, nous avons commencé le ramassage. Les mauvaises odeurs nous dérangeaient beaucoup. On a oublié d'avoir les cache-nez pour pouvoir travailler. Rappelons que la décharge d'Akwedo avait été fermée le vendredi 19 juin dernier par les jeunes du village suite à un litige foncier. Le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, a adressé un message à son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Monsieur le Président, c'est avec une réelle consternation que j'ai appris la mort de 11 personnes suite à l'attentat terroriste survenu en N'Djamena le lundi 29 juin 2015. En cette douloureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre Excellence et au peuple tchadien nos sincères condoléances. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux blessés mes vœux de prompt rétablissement. Très haute considération, c'est signé Alassane Ouattara. À l'étranger, le Rwanda, la campagne pour une révision de la Constitution ouvrant la voie à un troisième mandat de Paul Kagame prend un nouveau virage. La moitié des électeurs rwandais auraient signé des pétitions en ce sens. Certains dénoncent des pressions. Malgré les pressions internationales, ces milliers de pétitions affluent au Parlement rwandais pour réclamer un troisième mandat de Paul Kagame, théoriquement interdit par la Constitution de 2003. Selon les autorités, la moitié des Rwandais en âge de voter auraient signé ces pétitions. Dans ces paquets cadeaux, des milliers de pétitions en faveur du président Paul Kagame. Un document signé par des millions de Rwandais
pour permettre à leur président de pouvoir briguer un 3e mandat en 2017. Ils mettent en avant son bilan. Kagame a fait beaucoup de choses dans ce pays. La sécurité arrive au premier rang. Ce qu'elle a fait pour donner accès à l'éducation. La liste serait encore longue, mais beaucoup d'observateurs dénoncent une manœuvre du parti au pouvoir. Certains témoignages sont troublants, comme celui de ce Rwandais convoqué pour une simple réunion de travail et qui s'est vu proposer de signer la pétition par les autorités présentes à ce moment-là. J'ai pensé que je ne peux pas signer cette pétition, cette formulaire, et j'ai fait semblant d'aller à la toilette, aux urinoirs, et puis j'ai sorti complètement. Je ne suis pas retourné là-bas. Il a eu peur de refuser de signer face aux autorités. Nous connaissons beaucoup de gens qui ont été renvoyés à cause de refuser les demandes du parti au pouvoir. Mais le parti au pouvoir nie avoir donné de telles consignes aux autorités locales. Je pense que ça serait quand même un grand mensonge que de dire qu'il y a 3 600 000 personnes qui ont été forcées à faire des signatures. Et si jamais il y a des erreurs, je pense que ce sont des erreurs qu'on pourrait corriger, mais pas, disons, le FPR, mais ceux qui ont commis de telles erreurs. Paul Kagame ne s'est pas encore prononcé. Prochaine étape, le Parlement doit décider de la suite à donner à ces pétitions. Un référendum pourrait être ensuite organisé et offrir une possibilité au président rwandais, élu pour la première fois en 2003, de conserver le pouvoir jusqu'en 2024. On en vient à ce triste bilan. Au moins 116 personnes ont péri aujourd'hui en Indonésie dans l'accident d'un avion militaire qui s'est écrasé sur une zone habitée de Medan, grande ville de l'île de Sumatra, tuant ses 113 occupants et des personnes au sol. L'avion, un Hercule C-130 vieux de 51 ans, avait décollé à 12h08, 5h08 GMT d'une base militaire et s'est écrasé dans la ville 2 minutes plus tard, à environ 5 km de la base, explosant en boule de feu, selon un porte-parole de l'armée, Fouad Bassia. Et suite à ce drame, le président Alassane Ouattara a adressé un message à son Excellence M. Joko Widodo, président de la République indonésienne. Monsieur le Président, c'est avec une profonde émotion que j'ai appris le crash d'un avion militaire à Medan, ville du nord de l'île de Sumatra, occasionnant 113 victimes ce mardi 30 juin. Sensible à ce drame qui endeuille votre nation, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour présenter à votre Excellence et aux familles endeuillées nos sincères condoléances. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma très haute considération. Et sachez que le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques signale que depuis quelques jours, la presse nationale et internationale s'est faite l'écho des conclusions d'une mission internationale effectuée en Côte d'Ivoire par la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH et ses organisations affiliées que sont le MIDH et la LIDO, qui expriment leurs préoccupations en raison des informations concordantes faisant état d'une possible clôture des dossiers d'instruction concernant les crimes les plus graves dès la fin du mois de juin. Le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques exprime sa surprise devant ces informations qui ne correspondent pas à la réalité et dont la source reste invérifiable, n'ayant été corroborée par aucune autorité du ministère. Le ministère voudrait rassurer toutes les victimes de la crise post-électorale que les investigations se poursuivront le temps qu'il sera nécessaire et notamment avec les exhumations dans le sud-ouest. Et on termine avec cette information. Les maires, présidents de conseils régionaux et districts de Côte d'Ivoire participent à Paris au 6e forum de l'action internationale des collectivités locales. À ce forum, l'occasion a été donnée au chef de la délégation ivoirienne, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, de faire le point sur l'état d'avancement des grands projets du président Ouattara dans sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Madame Nasseneba Diané, maire d'Odiéné et vice-présidente de l'IVICOSI, a entretenu les élus français sur le thème Femmes et réseaux féminins, un engagement de premier plan pour la coopération décentralisée. Le point complet dans nos prochaines éditions et c'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. À 21h, restez sur nos antennes. Vous aurez l'émission RTI 1 reçoit. À la barre ce soir, le ministre des Mines et de l'Industrie, Jean-Claude Brou, qui sera l'invité de Traoré Abou et 3 autres journalistes. Moi, je vous dis à demain 20h. Excellente soirée.